Les trois secteurs qui sont dans les territoires d'Ngandanjika. J'aime les hommes et les femmes, j'aime les jeunes qui sont là. Je suis fier de me dire originaire du territoire d'Ngandanjika. Il faut que les populations soient partie prenante. C'est les populations elles-mêmes qui vont pouvoir définir les priorités auxquelles, ensemble, et l'État congolais et les populations locales vont pouvoir s'attaquer. Oui. C'est les populations elles-mêmes qui, en réalité, vont pouvoir définir leurs propres besoins et les prioriser. Je me pose toujours la question, quelle est ma part là-dedans? C'est pour ça que je n'hésite pas un seul moment. S'il faut mener un plaidoyer, c'est-à-dire influer sur les décideurs pour améliorer les conditions de vie des populations, je n'hésite pas à le faire. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Au-delà du rideau. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très alléchant. Il s'agit du développement du territoire de Ngandanjika. À quand l'envol du territoire de Ngandanjika? À quand cette population conjuguera-t-elle aussi le verbe vivre comme celle de partout ailleurs? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Milteo Nyenge. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, comment vous allez? Bien, je me porte bien en ces jours, merci. Docteur, aujourd'hui nous parlons d'une question aussi très importante. À quand le développement du territoire de Ngandanjika? Vous connaissez bien ce territoire depuis votre tendre enfance. Vous avez fait des études ailleurs, vous avez travaillé ailleurs, mais chaque année vous y revenez au moins 3 fois par an. Et qu'est-ce qui a changé en termes de développement? Bien, lorsque vous parlez de développement, il faut se dire que c'est un concept qui en lui-même indique un changement. Mais alors un changement positif dans le sens d'une amélioration des situations, dans le sens de pouvoir quitter un point vers un autre meilleur. Le développement du territoire de Ngandanjika, c'est pratique comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo et doit être circonscrit comme un processus. Et dans un processus, il y a certainement beaucoup de facteurs qui interviennent, des facteurs positifs ou des facteurs négatifs, mais aussi, il faut dire que le développement en lui-même doit pouvoir regrouper et mettre en synergie beaucoup de ressources et des qualités différentes. On ne peut pas parler de développement si on ne met pas dans la marmite les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Pourquoi pas aller puiser de l'énergie dans ce que je peux appeler la ressource spirituelle et pourquoi pas morale. Et donc il y a l'ensemble de tout cela qu'il faut mettre ensemble pour chercher, pour aller dans le sens du développement. Et le développement en lui-même couvre beaucoup de domaines qui font de la vie de la population une vie convenable, une bonne vie. Alors, votre question que vous me posez, vous dites, à quand le décollage? À quand le développement du territoire de Ngandanjika? Eh bien, je dois dire qu'il faut passer par l'évaluation. Il faut faire un état des lieux à un moment donné, de manière à regarder vers le passé, sur le plan rétrospectif, et puis alors projeter l'avenir sur le plan prospectif. Tenez, nous sommes en 1960. Dans le secteur de l'agriculture, nous avions l'Institut national de recherche agronomique. INERA. L'INERA en sigle. En 1960, dans le cadre de l'habitat, nous avions encore l'existence des maisons qui avaient été construites à l'époque coloniale. On sait le voir en Ngandanjika, à Kabanda, dans certaines communes
où on trouve des maisons, des fonds de bien-être indigènes qui avaient été construites. Aujourd'hui, si vous y allez, vous allez voir ces maisons se trouvent dans quel état par rapport à ce qu'elles ont été avant 60 ou en 60. Lorsque vous regardez, vous prenez le secteur de l'éducation, vous avez un certain nombre d'écoles qui avaient été construites à l'époque belge. Vous prenez l'actuel collège Colaï, qu'on appelait à l'époque collège Saint-Georges, pour ne citer que celui-là. Vous prenez l'école professionnelle de Katombe dans la chefferie de Kalambayi, où on formait des agents professionnels en menuiserie et aussi en construction, en briques, etc. Mais vous pouvez faire cette comparaison. Et donc, vous pouvez évaluer et voir comment les choses ont pu évoluer. Je dois dire en résumé que Nganda-Njika, sur le plan de développement, est allé en avant et a fait marche arrière. En avant, docteur Bruno, qu'est-ce qui a avancé? Bon, ce qui a pu avancer, là, il faut reconnaître que dans chaque domaine... Ces maisons-là, aujourd'hui, sont visibles, mais ce sont des débris. Parfois, certaines autres sont en délabrement très avancé. Bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voudrais plutôt un peu plus ou moins schématiser le cadre même de développement pour vous permettre de comprendre comment le développement est allé en termes de dents des scies, tantôt devant, tantôt en arrière, tantôt en bas, tantôt en haut. Eh bien, prenons par exemple, d'abord, il y a un principe général, un constat général, c'est que dans tous les domaines de développement, que ce soit le secteur de santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'habitat, le secteur des infrastructures routières et d'autres secteurs, il y a des points forts et des points faibles. Ça, c'est très clair. On ne peut pas dire qu'on a pu avancer de manière totale. On ne peut pas dire aussi que de manière totale, on a fait du recul. Mais quand vous prenez la balance entre le point fort et le point faible, eh bien, vous allez voir dans chaque secteur de quel côté la balance penche. Mais est-ce que le territoire avait quelque chose de plus précieux qui pouvait bien booster son ascendance, mais qu'il n'a pas aujourd'hui? Tout le monde sait que le territoire d'Nganda-Njika est un territoire à développement agricole, à vocation agricole. Et ça a été déterminé comme tel. Partout ailleurs, lorsque vous allez dans les Kasaï orientales, il y a des communes comme les Bakwanga. On disait que ça, c'est typiquement minier. Mais pour Nganda-Njika, par exemple, c'est la vocation agricole. Eh bien, on pouvait effectivement partir de là pour réellement booster le développement du territoire d'Nganda-Njika. Partout au monde, vous allez en Amérique centrale, vers le Brésil, Costa Rica, etc., vous trouverez des communes, vous trouverez des territoires, des entités géographiques qui se spécialisent les unes en culture de canne à sucre, les autres en culture de maïs, les autres purement en pêche, etc. Et donc, il était effectivement possible que, à partir de cette vocation agricole, que Nganda-Njika puisse se développer. Et là, avec ce secteur qui a des connexions, qui peut avoir des connexions avec beaucoup d'autres domaines, à savoir l'éducation. Si l'agriculture est bien faite, s'il y a une bonne production, s'il y a la vente, eh bien, d'abord, il y a augmentation d'emplois, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il y a l'économie qui connaît une certaine croissance. Et quand on a des moyens financiers, on peut envoyer les enfants à l'école, on peut accéder à des soins médicaux, on peut construire une maison convenable. Et donc, pour moi, il était question, et il sera toujours question d'appuyer le doigt sur ce bouton, sur cette vocation agricole du territoire d'Nganda-Njika pour pouvoir booster son développement. Aujourd'hui, le territoire ne s'est toujours pas développé, ou si c'est le cas, vous l'avez bien si dit, c'est en dents des scies.
Depuis 1960, que le pays a accédé à l'indépendance, pas toujours de grandes avancées. Qui porte cette charge de l'involution du territoire? Moi, je dois pouvoir dire que le politique, je pointe du doigt en premier lieu la gouvernance, n'est-ce pas? La gouvernance politique et administrative, parce que à l'époque coloniale, il y avait une gouvernance, bien entendu, avec ses faiblesses et ses forces, mais en définitive, on sentait que les choses étaient en train d'évoluer quelque peu. Tenez, nous sommes en 1960. C'est pratiquement en 1965, le deuxième régime de notre pays, avec à la tête M. Mobutu. Eh bien, avec ce régime, nous avons connu des moments où carrément il était interdit aux populations du Kasaï, notamment du Kasaï en général, le Kasaï oriental ou de l'Omami aujourd'hui, de pouvoir s'adonner à des activités de développement. Il était interdit à certaines populations de pouvoir se prendre en charge en termes de développement. Et c'était une politique qui avait été adoptée à l'époque, je n'entre pas là-dedans, mais qui s'expliquait probablement en ce moment-là, mais cette politique a constitué un handicap, un frein sérieux au développement du territoire. Au point qu'il n'y avait pas du tout comment dirais-je, des fonds alloués pour le développement du territoire, parce que l'État congolais, l'État a le devoir réel d'apporter sa main de contribution pour booster, pour pousser le territoire afin qu'il puisse aller dans le sens du développement. Et tout cela manquait. Mais aujourd'hui, j'ai fait une comparaison. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je donne juste l'exemple du programme de développement local de 145 territoires. Eh bien, la politique, la gouvernance d'aujourd'hui, le leadership à la tête de l'État, a décidé, a compris qu'il fallait un développement homogène, un développement intégral au niveau de la base. Au niveau de la base. Au niveau de la base. Sans exception aucune. Parce qu'il y a eu des régimes où il y avait effectivement des développements à partir de la base, mais cela n'était pas systématique. Cela ne concernait pas tout le monde. Mais ici, tout le monde est congolais, tout le monde a droit à pouvoir bénéficier des mêmes conditions de développement, pourquoi pas. Et donc, il y a quand même cet effort qui est fait. Alors, vous dites bien que la faute, c'est beaucoup plus aux politiciens. Et vous avez une très belle maison dans votre village natal. Quand vous allez dans votre village à Bakwamulumba, vous y passez nuit. Il y a un guest house et c'est un endroit devenu touristique. Une haute démarque. Toute personnalité qui se rend là-bas est obligée d'y passer nuit. Mais quand vous arrivez en Ngandangika, docteur Bruno, vous passez nuit où? Bah, la question, elle est très bien posée. D'abord, Ngandangika, c'est à 25 km de là où j'ai construit, à Mulumba. Et actuellement, d'abord, mes parents, les parents, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont habité Ngandangika. Et donc, pour ceux qui connaissent le quartier coopératif. Et là, quand j'allais, j'avais aménagé un appartement chez mes parents pour loger. Aujourd'hui, pratiquement dans le même quartier, j'ai une résidence que je suis en train de réhabiliter et qui va au même niveau que la résidence que nous avons à Mbujimaï, dans la ville de Mbujimaï, à côté de Kalalawankata. Nous allons pouvoir utiliser cela pour pouvoir loger. Parce que ce n'est pas en allant chez nous que je vais aller loger à l'hôtel. Là, je m'excuse beaucoup. Mais alors, la question fondamentale ici, concernant le développement de Ngandangika, j'ai pointé du doigt en premier lieu les politiciens. Les politiciens. Mais en deuxième lieu, je crois que nous avons une part de co-responsabilité là-dedans. Les populations elles-mêmes doivent pouvoir prendre conscience de leur état. Les populations
doivent se rendre compte que nul ne peut venir les développer si elles-mêmes ne sont pas partie prenante. Et pour être partie prenante, il faut être conscient de ce qu'on doit pouvoir faire et de ce que les autres peuvent pouvoir faire. En fait, le développement, c'est quoi? Le développement, ce n'est pas une attitude attentiste, ce n'est pas une attitude de pouvoir tendre la main, ce n'est pas une attitude de dire, voilà, venez tout faire à ma place. Non, là, c'est même contre la dignité de la personne humaine. L'homme créé à l'image de Dieu doit pouvoir réfléchir pour honorer son semblable, honorer son Dieu, et à pouvoir faire un travail qui puisse l'honorer lui-même et de manière à pouvoir mener une vie digne, une vie honorable. Alors, vous êtes acteur du développement, Dr Bruno. Vous avez répondu à cette question, mais je voudrais la poser d'une autre manière parce que je n'ai pas été satisfait. Quelle vision de développement avez-vous du territoire de Nganda-Njika qui vous est si cher? Ben, je crois qu'il ne faut pas aller par 4 chemins. Le développement doit être un développement global et globalisant. Global et globalisant, ça veut dire qu'il faut voir tous les secteurs qui contribuent au développement d'un terroir. J'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé des infrastructures et autres, agriculture, alimentation, etc. Eh bien, il faut voir globalement tous ces secteurs, tous ces domaines là-bas, et se dire quel est l'état des lieux actuel. Vous faites un état des lieux, et vous le faites de manière participative avec les populations. C'est pour ça que je disais qu'il faut que les populations soient partie prenante. C'est les populations elles-mêmes qui vont pouvoir définir les priorités auxquelles, ensemble, et l'État congolais et les populations locales vont pouvoir s'attaquer. Oui. C'est les populations elles-mêmes qui, en réalité, vont pouvoir définir leurs propres besoins et les prioriser. Et donc, ce n'est pas une affaire personnelle. Même si il faut aller de l'avant, eh bien, si vous me posez cette question comme vous la posez maintenant, je ne peux qu'être un facilitateur, un leader aux côtés d'autres leaders qui pouvons ensemble, n'est-ce pas, voir comment pousser les populations et les envoyer vers le développement en tenant compte de l'ensemble des secteurs, en tenant compte des priorités, des besoins ressentis par la population. Et parce que vous parlez des autres leaders, parlons-en. Est-ce que vous en connaissez qui ont peut-être marqué le territoire de leur empreinte d'une manière positive? Moi, je crois, ceux qui ont connu Nganda-Njika, ça dépend des domaines. Hein. On a parlé, par exemple, dans les domaines politiques, on a parlé de Kabongo Kadila Nzevu, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent les quartiers commerciaux, il y a eu 2-3 grands commerçants qui ont marqué le territoire d'Nganda-Njika sous le plan commercial. Par rapport à l'agriculture, on a connu par exemple un certain Hutu Victor qui a eu à faire, des champs. Sur le plan des intellectuels, ah oui, on peut en citer, il y a eu Monseigneur Tarcisse Tchibango Tishiku, qui est le premier maître en théologien. On a connu de grands professeurs, Kankondambaya, de Mukoka et les autres. Et donc, je crois que des leaders... fondateur de l'UDPS. Mukoka, je parle de Mukoka François, qui est un professeur en politique administrative. En fait, Nganda-Njika regorge une crème d'intellectuels qui peuvent être considérés parmi eux comme des leaders. Parce qu'un leader, en fait, il s'écrée lui-même, il s'étaille sur le chemin. Mais le leadership peut être dans un domaine ou dans un autre. Mais ça peut être aussi un leadership qui puisse amener les gens dans leur ensemble à pouvoir aller de l'avant. Donc il y a eu, et il y aura, et il y a également des leaders, mais c'est question en fait que ces leaders se mettent ensemble et voient de quelle manière il faut booster
pour le développement du territoire d'Ngandanjika, toujours, je répète, en faisant participer les populations elles-mêmes qui sont bénéficiaires des actions de développement. Une vision, docteur Bruno, et s'il vous avait été demandé de choisir un poste qui vous permettrait de matérialiser cette vision, vous choisissez lequel? Je ne vois pas tellement les choses en termes de postes, de fonctions de travail, mais je vois plutôt une position qu'il faut prendre au sein de la population d'Ngandanjika. Et c'est laquelle? Eh bien, c'est le leadership. C'est tout simplement, il faut être le leadership. Et le leadership se construit, se développe, s'améliore. Je voudrais plutôt être un modèle dans un domaine ou dans un autre. Je voudrais plutôt être un moteur d'entraînement, par exemple pour la jeunesse, n'est-ce pas? Je voudrais être un moteur d'entraînement pour ceux qui font des coopératives agricoles. Et voilà les leaders. Mais une position comme telle sur le plan administratif ou de la gouvernance, eh bien, ce n'est pas ça nécessairement dont on a besoin, parce que cela est temporaire. Mais quand vous êtes leader dans votre milieu, vous êtes accepté, vous pouvez aller de l'avant, et je crois que là, vous allez faire des choses pérennes. Avez-vous encore de membres de famille biologique en Ngandanjika? Ah, bien Pourquoi entendu. tenez-vous tellement au développement de ce territoire? C'est justement ça que je disais tout à l'heure. Un leader a l'amour pour son pays. Un leader a l'amour pour son territoire. Oui. Je peux me revendiquer être parmi ces leaders, n'est-ce pas? Et j'aime mon territoire. J'aime les deux chefferies qui constituent le territoire d'Ngandanjika. J'aime les 3 secteurs qui sont dans le territoire d'Ngandanjika. J'aime les hommes et les femmes. J'aime les jeunes qui sont là. Je suis fier de me dire originaire du territoire d'Ngandanjika. Et à ce titre, je voudrais absolument que le territoire d'Ngandanjika, avec sa population, puisse marcher, puisse s'élever, marcher et aller de l'avant. Et ma famille, en fait, elle a ses racines là-bas. Nous avons certainement des membres de famille du côté maternel et du côté paternel, mais ce n'est pas ça qui importe surtout. Parce que lorsque je pose des actions de développement, je me dis acteur de développement. Je ne fais pas le développement pour ma famille restreinte ou pour ma famille élargie. J'ai fait le développement pour le peuple d'Ngandanjika, pour les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux du territoire d'Ngandanjika. Et c'est cela, en fait, qui me conduit le plus. Et c'est cela qui me fait dire qu'il faut avoir de l'amour pour son territoire, pour son peuple, et pas nécessairement pour son frère ou pour sa sœur. Ngandanjika s'apparente à un village désolé. Comment vous sentez-vous dans votre propre chair, à Kinshasa ou en Europe, quand vous voyagez, quand vous réalisez que vous avez un territoire d'origine dont vous êtes natif et qui manque d'infrastructures, qui manque de routes? Je crois que je me sens responsable, je me sens co-responsable. Quand j'arrive dans mon territoire, je me rends compte qu'il y a dégradation dans beaucoup de domaines vitaux. Je me rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, que ce soit sur le plan de la gouvernance, que ce soit sur le plan des services sociaux de base. Eh bien, je me dis, mais que puis-je faire? Je suis toujours devant cette question continuelle. Que puis-je faire pour que dans le domaine de la santé, ceci soit amélioré? Dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'éducation, ceci ou cela peut être amélioré. Mais je répète, tout n'est pas au rouge. Lorsque vous regardez, vous prenez ne fût-ce que le secteur de l'éducation. En 1960, on n'avait pas autant d'écoles qu'on en a aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, on parle des écoles qui se sont ajoutées. Mais évidemment, la population, la jeunesse aussi, a pu augmenter en nombre. Et donc, de ce côté-là, il y a quand même des points positifs. Il y a des écoles qui ont augmenté en nombre, je voulais dire. Il y a des zones éducationnelles qui se sont créées. Il y a une nouvelle gouvernance, une nouvelle administration dans l'éducation primaire, secondaire et professionnelle qui fait en sorte que les choses se sont améliorées, mais aussi
il y a le taux d'alphabétisme est quand même aussi en train de s'améliorer, même si on aurait pu atteindre des points qui soient nettement meilleurs que ceux auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc tout n'est pas complètement négatif, mais il y a amélioré. Et puisqu'il y a amélioré, je me pose toujours la question, quelle est ma part là-dedans? C'est pour ça que je n'hésite pas un seul moment. S'il faut mener un plaidoyer, c'est-à-dire influer sur les décideurs pour améliorer les conditions de vie des populations, je n'hésite pas à le faire. Dernièrement, par exemple, lorsque pour l'offre de l'eau, eh bien, j'ai dû prendre contact avec les autorités au niveau national pour leur demander d'envoyer très rapidement des techniciens et voir comment faire arriver l'eau. Ça, ce sont des choses peut-être petites, mais dont il faut toujours avoir conscience pour que la position que nous avons, la responsabilité que nous avons, mais aussi l'amour que nous avons pour notre peuple, pour notre territoire, puisse agir à travers notamment des plaidoyers, à travers des demandes, n'est-ce pas, pour appuyer certains projets, des centres de santé, pourquoi pas, etc. Vous parlez de l'eau et aujourd'hui, il y a pratiquement un mois jusqu'au mois de janvier, si ma mémoire ne me trahit pas, vous avez dépensé beaucoup de moyens et la population a accès à l'eau. Un bidon d'eau, c'est pratiquement 100 francs ou de 100 C'est 50 francs. 50 francs. De 150 à 100 francs. Ouais. De 150 à 50 francs. Et qu'est-ce que ça vous a coûté, docteur Bruno? Bon, le problème n'est pas au niveau du coût, mais le problème c'est quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière, c'est que je me rends compte que si la population n'a pas de l'eau, eh bien, c'est des maladies d'origine hydrique qui arrivent. Ils vont aller dans des petits ruisseaux, ils vont aller prendre cette eau, c'est le choléra qui éclate avec les pluies qui vont venir. Alors, je me suis dit, il y a un problème de fond, celui de la pauvreté. Et alors, je me suis mis à conscientiser avec les antennes des amis du docteur Bruno. Il y en a 251 en tout à travers le territoire de Nganda-Njika. Eh bien, nous avons conscientisé les populations pour leur dire, attention, la saison culturelle arrive au mois de septembre. Eh bien, culturelle, je voulais dire, eh bien, nous demandons à la population d'aller au champ, d'aller cultiver. Et pour ça, nous avons demandé au gouvernement congolais de nous prêter 3 tracteurs. Et ces 3 tracteurs sont déjà allés à la cité d'Empoï. Et ils ont déjà labouré, emblavé 50 hectares. Maintenant, où je vous parle, nous sommes pratiquement à la fin du mois d'août 2023. Les mêmes tracteurs sont en train de passer à travers les autres secteurs du territoire d'Nganda-Njika. Tout cela, c'est pour pousser, demander à la population de revenir à l'agriculture, qui est une vocation, n'est-ce pas, primordiale de ces territoires. À partir de là, les gens vont avoir la nourriture, les gens vont avoir de l'argent en vendant les récoltes. Alors je dis, cette période de culture, il faut peut-être aider la population à se concentrer sur l'agriculture avec leur peu de moyens. Et je me suis imaginé qu'en achetant du carburant pour que la régie des eaux fasse tourner ses moteurs, eh bien la population payera moins. Mais il faut aussi des sacrifices pour cette population. C'est cette population, c'est cette terre qui m'a donné la vie. Aujourd'hui, je suis chef de la maison civile du chef de l'État. Eh bien, le chef de l'État m'a fait confiance, mais qu'est-ce que je donne en retour à la population? Parce qu'on dit, voilà, il est du territoire d'Nganda-Njika, très bien, mais qu'est-ce que j'ai fait pour les populations du territoire d'Nganda-Njika? Et ça, j'ai dit que ça vient de moi, ça vient réellement de mon cœur et de ma poche. Merci beaucoup, docteur Bruno. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais il y a une question qui me hante. Laquelle? Vous avez beaucoup fait en Nganda-Njika. Bientôt, là, nos équipes seront sur terrain pour inventorier toutes vos réalisations, qu'on en parle, parce qu'il faut parfumer quelqu'un pendant qu'il est encore en vie.
faudra pas attendre après pour des témoignages non plus. Mais une question, docteur, nous avons vu, nous étions au grand marché de Ngandajik, les gens vendaient à même les sols. Qu'est-ce qui vous manque pour construire un marché moderne pour vos frères et sœurs qui vivent encore en Ngandajik? Je dois dire à prime abord que je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, c'est de pouvoir influer sur les décideurs au niveau du gouvernement afin qu'ils puissent, dans les différents projets, qu'ils puissent prévoir la construction du marché d'Nganajik. Avec le programme PRISE, n'est-ce pas, qui est au niveau du gouvernement, au niveau du ministère sectoriel du développement rural, on voit qu'il y a déjà des marchés qu'on est en train de construire ici et là, dans le Kasaï, et on est en train d'aller progressivement. J'ai appris qu'au niveau du marché de Bakwamulumba à Muséo, bientôt là, le programme PRISE va prendre en charge et va pouvoir construire ce marché. Et je pense qu'il en sera de même, pourquoi pas, si nous continuons notre plaidoyer pour que le marché de Ngandanjika Cité soit un marché moderne et où il y a l'hygiène et où les gens peuvent utiliser, vendre et acheter de manière tout à fait aisée. Merci beaucoup, Dr Bruno, pour votre disponibilité. Nous pensons vous retrouver encore très prochainement. Merci à vous aussi de nous avoir suivis sur toutes les plateformes et à la radio Ditunga. Merci et au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.